je connecte tout. Bonjour. Moi, je suis Hugues Bernet-Roland. Alors, vous m'entendez pour l'instant? Je vais prendre le micro après. Non, vous ne m'entendez pas? Je vais essayer de faire comme ça. Et donc, moi, je suis développeur iPhone. Donc, c'était l'autre partie du spectre dont on parlait tout à l'heure, quand on parlait des companion apps. Et je vais vous parler de 2 ans, un retour d'expérience sur 2 ans de développement en mode développement iPhone. Alors attendez, est-ce que j'ai pas... Pourquoi j'ai pas le mode machin? C'est pas grave. C'est le dernier slide, on va éviter. Voilà. Hein? Ah ouais, j'ai Flux, pardon. C'est Flux. Voilà. Toi, tu vas t'ennuyer un peu parce que tu l'as déjà vu. Alors déjà, est-ce qu'il y a des développeurs plutôt, quand je dis software, c'est le vrai soft, c'est-à-dire plutôt iPhone, Mac ou autre ici? Pas du tout? 1, 2, 3. D'accord. Quelques-uns. Donc, moi, c'est plus cette partie-là, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec des objets connectés et qu'on développe l'application compagnon d'un objet connecté, il y a tout un tas de contraintes liées qui sont en fait des effets ricochets des contraintes des objets connectés. Comme on a vu, ça a l'air assez compliqué. C'est pour ça que j'ai commencé la bière. Et donc, moi, je vais vous expliquer ce que nous, on a pu faire à Wired Beauty pour éviter, pour pallier à ces problématiques. Déjà, donc, le sujet, c'est... je voulais juste remettre en perspective. Quand on parle de IoT versus les objets connectés, IoT, c'est plutôt les objets qui sont directement connectés à Internet, dans ma définition, c'est-à-dire au Wi-Fi directement, par exemple une smart caméra ou je ne sais pas si le smart hat chief il est connecté directement, ou via du BLE. Via du BLE, en général, il a besoin d'une application compagnon, la plupart du temps. Par exemple, une montre Weezing se connecte à votre téléphone pour avoir accès et pour envoyer ces informations sur Internet. Là, ça va être plutôt à ce sujet-là. Donc, c'est plutôt les objets connectés que les objets directement connectés à IoT à Internet, via du Wi-Fi. Petit autre point, le BLE versus le Bluetooth. Bluetooth, ça va être tout ce qui est plutôt casque audio, puisque ça stream de l'audio ou de la vidéo, c'est assez rapide, c'est assez consommateur en énergie. Là, c'est plutôt le BLE, donc c'est le petit cousin. Normalement, la plupart des devices sont compatibles pour les deux. Et là, c'est envoyer des petits paquets de données juste pour... justement pour Weezing, envoyer des informations sur votre rythme cardiaque, etc. Et encore, c'est pas un tutoriel sur le BLE, c'est plus ce qu'on a pu apprendre à développer des objets IoT. Le premier truc, c'est un des derniers sujets de Julio, le test unitaire, les unit testing. Comme je pense qu'on ne va pas me contredire, developing IoT, c'est dur. Et le problème, c'est que quand vous êtes développeur mobile qui s'interface avec un objet IoT, vous ne savez jamais où est vraiment le problème, quand il y a un problème dans la communication, dans l'échange et autres. Donc développer des tests unitaires des deux côtés d'ailleurs, mais là, donc plus du côté mobile, ça va vous permettre d'isoler les problèmes, puisque vous allez pouvoir lancer à n'importe quel moment votre série de tests et voir que de votre côté, si vous obtenez ça comme données, vous l'interprétez comme ça et que normalement tout est bon. Donc si vous interprétez mal les données, normalement ça ne vient pas de vous, ça vient forcément de l'autre, enfin de vous, le hardware. Et une des couches qui est souvent problématique, c'est la data transformation layer, c'est-à-dire de transformer des bytes en value. Donc quand on travaille sur le hardware et tout ça, on travaille plutôt avec des bytes, surtout sur le BLE, sur l'échange, puisqu'on reçoit une stream de données qui est juste des bytes, et c'est à nous d'en faire quelque chose qui veut dire quelque chose, parce que sinon c'est des 0 et des 1. Et donc cette petite couche de transformation, par exemple, vous recevez un paquet de données qui a 20 bytes de données, et dedans, le premier byte, ça représente la température. Les 4 suivants, c'est un timestamp, mais c'est en big endian versus little endian, donc il faut le réinverser, etc., etc. Et donc souvent, au début, quand on travaille avec des objets connectés, c'est là où on peut situer certaines erreurs, des erreurs d'interprétation de données. Et donc d'avoir des tests unitaires pour pallier à ce problème-là, c'est assez facile à mettre en place, parce que vous allez écrire votre fonction qui convertit les 20 bytes. Vous allez écrire d'autres fonctions qui donnent des paquets de données que vous connaissez, qui doivent dire, la température c'est 12 et il est midi 32. Et vous allez recevoir comme données en échange ces données interprétées. Donc vous savez, vous allez pouvoir vérifier que
votre fonction marche bien, parce que quand vous lui donnez un set de données en bytes, elle vous renvoie les bonnes données interprétées. Bien sûr, les tests unitaires, c'est fait pour tester des petites parties de code, donc de même dire, donc ça peut être la transformation des données, mais d'autres petites parties, par exemple l'état de connexion, c'est-à-dire souvent en BLE, le device on l'éteint, il est hors de portée, il revient sous la portée, donc il va falloir écrire pareil des tests pour voir que tout se passe bien quand on se reconnecte, qu'on est capable de remettre en scène tout le processus, par exemple si votre device a besoin de l'heure, qu'on lui redonne la bonne heure, etc., etc. Donc première chose, les tests unitaires. La deuxième chose, et ça c'est un peu plus pardon, lié au monde iPhone dans les développements mobiles, c'est le simulateur iPhone. Donc si vous n'avez jamais fait de développement iPhone, en gros vous pouvez lancer une version simulée de l'iPhone sur votre Mac lorsque vous compilez, lorsque vous lancez une application. Hélas, vous n'avez pas accès au BLE, même si votre Mac a Bluetooth, vous n'avez pas accès au BLE sur le simulateur. Donc vous ne pouvez pas directement vous connecter à un objet connecté via le simulateur lorsque vous le lancez. Donc c'est assez embêtant, mais pour ça il y a des techniques. Alors là en termes plutôt de programmation, on peut développer ce qu'on appelle des wrappers ou des protocoles qui vont en fait encapsuler cette couche d'échange en BLE, et ce qui va vous permettre après en fait de la simuler. Et lorsque vous tournerez dans votre simulateur, vous allez dire au lieu d'aller parler directement à mon device IoT, je sais que je sais bien lui parler parce que j'ai fait mes tests unitaires tout à l'heure, donc normalement tout va bien. Maintenant, je simule qu'il m'a donné ces 20 bytes, et ça je les ai écrits en dur, j'ai des jeux de données, ça peut être des fichiers texte, ça peut être en plein de manières différentes, et donc je les raffiche correctement dans un graphe et autres. Donc à n'importe quel moment, vous allez pouvoir continuer à développer que sur votre machine, aux Maldives, je ne sais plus où c'était, sur votre Transat, sans avoir besoin du device, parce que vous pouvez tout faire tourner dans votre simulateur iPhone. Ensuite, pour un autre niveau, donc on y va étape par étape. Au début, on ne sait même pas lui parler, on fait des petits tests pour savoir qu'on sait bien lui parler. Après, on sait lui parler, mais on n'a pas envie de lui parler, parce qu'on a envie de rester aux Maldives. Et là, on commence à se dire, il faut aussi avoir un device. Et on disait tout à l'heure, la commande simuler, on a des grosses machines pour simuler du gros hardware, mais on a aussi des petites machines qui sont quand même aussi du gros hardware. Et en fait, ça peut vous simuler n'importe quel objet IoT. Parce qu'il y a du GPS, vous avez de la photo, vous pouvez avoir plein d'informations. Et donc pour ça, comme quoi que vous dise l'ingénierie hardware, ça va toujours être plus long. Ils vous disent dans 3 mois, on a les premiers PCB, ça a marché. Ouais, ça ne marchera pas dans 3 mois, ni dans 6 mois, peut-être dans 9 mois. Donc en attendant, il faut que vous avez fini tous vos tests unitaires. Dans le simulateur, vous avez atteint ce que vous pouvez faire. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est développer un simulateur du device. Donc par exemple, pour notre exemple de chef, voilà, je vais le mettre comme ça sur ma tête, et ça va être mon chapeau de chef connecté qui va parler à Internet pour me donner des recettes. Et je vais simuler le même comportement, la même interface, il se connectera de la même façon en Bluetooth. Pour moi, d'un point de vue développeur mobile, ça sera le même device. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il y en a un, il ne marchera pas et l'autre, il marchera. Mais à part ça, ça sera le même device. Et donc ça, par exemple, je vais vous montrer après le petit point. Ça, c'est une app absolument magnifique au terme d'UI qui simule un objet qu'on a développé, nous, à Wired Beauty, qui est un capteur d'UV connecté. Donc c'est quelque chose qu'on porte sur soi, qui mesure en permanence l'exposition aux UV. Et en fonction de ça, calcule la dose UV qui est liée à prendre le coup de soleil, c'est la dose érythémale, etc., etc. Donc ça, c'est mon device, que j'ai d'ailleurs sur mon téléphone. Et je vais avoir un autre téléphone sur lequel j'ai développé l'application Compagnon, et il va se connecter à celui-là. Seulement, sur ce device-là, je peux simuler n'importe quoi. Donc là, par exemple, je l'ai mis on. Je vais simuler un index UV. Donc je peux dire, je suis en Australie ou bien je suis à Paris, là où il fait pas très beau. Je peux définir, ça on a sur le device, on a la capacité de dire que je viens de mettre de la crème solaire. Et donc je peux lui simuler le fait que j'ai mis de la crème solaire. Je peux refaire varier l'UV, voir que tout change bien. Varier le voltage pour le mettre en mode low batterie, parce que normalement l'app devrait le détecter et dire attention, il faut recharger votre device, etc. Et ça, normalement, si je l'ai bien fait, quand je développe mon app après, je peux me connecter directement à ça et simuler n'importe quel comportement de mon device qui n'est pas encore prêt, encore une fois. Il a été envoyé chez Würth en Allemagne pour faire le PCB et il ne reviendra pas d'ici quelques temps. Et avant ça, si vous n'avez pas le temps ou le moyen de développer l'app complète pour simuler votre device, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Playground sur Xcode, donc l'environnement de développement mobile d'Apple. Et les Playground, par contre, étrangement, eux, supportent
le Bluetooth. Et donc, ça peut être aussi simple qu'un mini code Playground, qui est une sorte de script, on va dire, qui est assez facile à écrire. En une vingtaine de lignes, vous pouvez commencer à simuler sur ça. Et l'avantage, c'est qu'aussi, vous avez accès à Internet. Donc, si vous avez besoin de jeux de données, d'essais, etc., c'est assez facile d'aller les récupérer. Pardon. Ensuite, au niveau firmware, il faudra apprendre un peu de C, pour moi, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de C. Donc, si vous êtes un développeur mobile, normalement, vous êtes dans des couches d'abstraction un peu plus élevées, c'est-à-dire de l'Objective-C pour iOS ou du Swift, pour Android, du Java. Donc, de se remettre au C, c'est un peu c'est pas très sympa. Donc, il faut le refaire. Et ce qui est important pour moi, c'est on a vu direct avec qui possède l'aspect BLE. Parce que l'aspect BLE, c'est l'aspect de communication, d'échange entre votre device et votre mobile. Et elle ne doit pas être elle ne doit pas être possédée par l'un des deux. C'est vraiment un échange entre à la fois le développeur mobile et le développeur hardware. Parce que le développeur hardware, il va vous faire « Ouais, je t'envoie les données brutes comme ça, je t'envoie directement le truc que je récupère de mon capteur. » Et vous allez dire « Ouais, mais attends, moi, ça serait bien que tu me remodèles un peu l'info comme ça, parce que là, on va perdre énormément de bytes sur l'échange. » Ouais, bon, d'accord, et tout. Et vous allez faire un peu des deals, quoi. Du genre, bon, bah, si tu me fais ça, au moins, j'ai oublié de poser d'ailleurs, qui connaît la stack BLE, à peu près? Tu peux? Pas beaucoup plus de mains. Bon, ben, désolé. Enfin, tant mieux pour vous à la rigueur. En gros, en stack BLE, on a la possibilité de faire des services qui sont divisés en caractéristiques, etc. Il y a plein de niveaux de granularité du service BLE. C'est un peu comme un service web sur lequel il y aurait plusieurs manières d'accéder aux données. Et souvent, en tant qu'ingénieur hardware, c'est un peu embêtant de faire ces séparations-là. On a tendance à dire, bah, écoute, je t'envoie tout dans le même tuyau et puis fin de l'histoire. Seulement, en tant qu'ingénieur mobile, bah, on a beaucoup de simplicité à réutiliser les données si elles sont mieux segmentées. Donc, c'est un trade-off et c'est un échange entre les deux et ça finit par un accord et une spec entre les deux. Ensuite, encore une fois, au niveau firmware, bah, là, Julio l'a confirmé, de faire des tests unitaires. Ça, pareil, ça permet, quand votre ingénieur mobile dit bah ça marche pas, vous pouvez dire bah si regarde, tous mes tests ils parlent, moi je sais que je t'envoie les bonnes données parce que quand je récupère 10 degrés du capteur, ça se transforme en 0x 0x 0x. C'est ça qu'on a convenu dans l'aspect, tout est bon, tout tourne. Vous, vos tests unitaires ils marchent bien. Là, il va falloir aller chercher le problème ailleurs. Ensuite, au niveau des outils que vous pouvez utiliser dans le développement BLE, il y en a un premier, ça s'appelle Lightblue. C'est une application Mac, c'est une application iPhone, Android aussi. Et en fait, qui vous permet, c'est une sorte de sniffer Bluetooth, qui vous permet d'aller voir tout ce qu'émet vos objets BLE. Donc, vous pouvez vous amuser d'ailleurs avec des objets Weezing et autres. Vous allez les voir, vous voyez leur niveau de batterie, vous voyez justement tous ces services qu'ils ont. Vous pouvez aller récupérer l'heure directement. Vous allez pouvoir diguer un peu dans toutes ces données des devices existants pour vous en inspirer pour mieux construire, vous, votre protocole BLE. Après, il y a la même chose sur le Mac directement. Je ne connais pas sur PC, désolé. Apple Bluetooth Explorer. Et donc, il est un peu moins fourni, mais il a l'avantage qu'il est directement sur votre Mac et directement intégré. Il y a les Playgrounds, comme je disais tout à l'heure. Donc, les Playgrounds, encore une fois, c'est une des parties de l'environnement de développement d'Apple. Et là, contrairement aux autres qui sont des outils avec une interface figée, c'est-à-dire vous pouvez faire que ce qui vous a été proposé par le développeur de Lightblue ou Apple Bluetooth Explorer, le Playground, c'est du code. Mais il a accès au BLE, donc vous allez pouvoir jouer et faire un peu n'importe quoi. Genre, bah, qu'est-ce qui se passe si j'envoyais à ma montre Weezing, encore une fois, au lieu de lui envoyer l'heure sous ce format-là, j'envoie ça. Est-ce qu'elle bug? Est-ce qu'elle plante? Comment elle réagit à ça? Vous pouvez pouvoir faire des expériences avec ça et avec vos devices que vous développez. Et enfin, sur Mac, il y a quelque chose qui s'appelle la console. Ça sert aussi, même si vous ne faites pas du développement IoT, c'est la console où il y a tous les logs de ce qui passe sur votre machine. C'est pas très marrant, mais c'est assez verbose. Et il y a aussi un flag pour tout ce qui est Bluetooth serveur. Et là, vous allez pouvoir voir tous les échanges de votre machine en Bluetooth. Et donc, ça peut être pas mal pour débugger les choses. Donc, en résumé, je fais beaucoup plus court, parce qu'on était en retard. Merci, Julio. Non, dans le développement BLE, le mieux, c'est de simuler autant que vous pouvez. Parce que le moment où vous allez arriver jusqu'à la couche hardware, c'est le moment où c'est déjà trop tard si vous avez des problèmes. Donc, vous commencez par vos tests unitaires, vous n'avez besoin de rien. C'est juste, je lui donne 20 bytes, ça veut dire 19 degrés, 3h12. La couche d'après, comme on a vu, donc c'est simulé dans le simulateur iOS.
bah, je peux faire tourner toute mon app, elle est toute jolie, je vois tous mes graphes et tout. Seulement, elle n'a jamais parlé de sa vie à un device Bluetooth. Elle affiche juste des données que j'ai déjà prédéfinies. La troisième, c'est de se développer un simulateur du device sous le iOS, etc., etc., jusqu'au moment où, ouais, va falloir échanger avec le device qui, on espère, va marcher. Après, en fait, si vous y réfléchissez, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est défini l'aspect BLE, en fait, votre device, c'est un serveur. Votre device, c'est lui qui a les données. Vous êtes le client, vous allez lui demander des données. Vous allez lui dire, bah tiens, il fait quelle température là? Ou vous allez lui demander de changer la température de la pièce. Donc, il faut vraiment le concevoir comme un serveur. Et si vous avez déjà fait du développement client-serveur, lorsqu'on fait du développement client-serveur, justement, c'est ça qu'on fait. On essaie de se faire des couches locales où on n'a pas besoin de parler à un serveur, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile. On essaie de se faire des tests unitaires pour lorsqu'on interprète des données, ça s'appelle JSON, le format en général sur Internet, qu'on remet bien les données dans la bonne case, qu'elles sont au beau format, que si on attendait une chaîne de caractères, c'est bien une chaîne de caractères et non pas un nombre, etc., etc. Et encore une fois, unit test, parce que l'avantage, c'est que c'est du code. Donc, vous êtes aux Maldives, les unit tests, ils tournent, il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre. Si vous voulez en apprendre plus, puisque comme je disais, ce n'était pas forcément un tutoriel sur tout ce qui est BLE et autres, recommandé par un développeur Android, il y a le Core Bluetooth Programming Guide d'Apple, donc Android, pas Apple, qui explique comment est construit la stack BLE. Et c'est vraiment très clair, il y a des petits schémas, il y a des petites vidéos, etc. Et en une journée, vous allez comprendre comment le BLE marche et en quelques mois de plus, le faire. Après, il y a aussi les vidéos de WWDC, donc WWDC, World Wide Developer Conference d'Apple. Donc c'est un ensemble de vidéos qu'Apple, c'est un show qu'Apple fait tous les ans en juin. Et il y a une session qui s'appelle Core Bluetooth 101, c'est quand Apple a introduit le développement BLE sur iOS, ou l'a un peu plus poussé. Et pareil, cette vidéo, donc c'est 45 minutes et elle est très bien expliquée sur le pourquoi du comment ils ont fait les choses sur iOS pour communiquer en Bluetooth, quelles sont les best practices, etc., etc. Et après, il y a plein de tutoriaux sur Internet, et il y en a beaucoup de mauvais, quelques-uns qui sont bons. Et Zero to BLE, je mettrai les slides bien sûr sur le Meetup, c'est un tutoriel qui vraiment vous prend vous connaissez rien au BLE, il faut quand même connaître le développement iPhone, parce que c'est orienté iPhone, et vous développez une petite app BLE. Voilà, merci, et encore une fois, je publierai les slides. Voilà. J'ai été rapide pour essayer de gagner du temps. Est-ce qu'il y a des questions ou tout le monde veut boire des bières après le dernier N'hésitez pas. Merci encore s'il y a des questions après. Merci.